Bonjour et bienvenue à bord de ce Comin Mag Live. Ça fait déjà une craquée d'édition. On est au numéro 12. On est à la fin de semaine. C'est vendredi. Vendredi, c'est ravioli, mais c'est aussi confinement. Victoria, on est toujours en bonne santé, donc on est toujours en live. Bonjour. Exact. Bonjour Thierry. Ben, on est toujours là. J'ai même mis ma petite chemise paysan parce que vraiment le verre me manque, donc voilà. Oui, Là, un vraiment, petit air et oui, d'été qui je suis partie commence. en vacances aujourd'hui, voilà. J'essaie Tu vas partir où en vacances pendant Pâques? Salon, terrasse? T'hésites encore comme moi? de pas sur mon balcon, ouais, ça doit être ça. J'espère qu'il fera beau, enfin. Vous l'avez vu effectivement durant cette période compliquée, l'importance de la communication et surtout des relations publiques a tout sa légitimité, puisqu'effectivement, à l'image des nombreuses conférences de presse du Conseil fédéral, des entreprises qui communiquent, des sociétés, même des entrepreneurs qui y vont de leur propre communiqué de presse, jamais, au grand jamais, le métier de RP aura eu raison d'être. Et aujourd'hui, on n'est pas peu fiers de pouvoir non seulement parler de ce thème, mais surtout féliciter une toute nouvelle nomination, mais sans trop dévoiler tout ça. Victoria, de qui il s'agit? Alors, il s'agit de Marie Deschenaux, qui est la nouvelle coprésidente de l'association SRRP. Bonjour Marie. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Bonjour Voilà. Alors, Marie. bravo en tout cas pour cette nomination avec Romain Pitet, bravo. Alors SRRP, peut-être dis-nous exactement ce que veut déjà dire ce terme parce que c'est vrai que il y avait plusieurs associations de relations publiques, mais voilà, SRRP c'est quoi? Alors c'est le sigle pour Société Remonde de Relations Publiques. Donc on est associé, on est relié en fait à PR Suisse, qui est donc la société suisse de relations publiques, et c'est l'antenne Remonde en fait. Parfait. Voilà. Alors hier vous avez tenu votre AG. Alors Oui. rassure-moi, vous n'étiez pas tous dans une même salle. Comment ça s'est passé? Évidemment, on n'était pas tous dans la même salle. On a eu beaucoup de chance d'avoir Romain, donc le coprésident, qui nous a organisé une super assemblée digitale ce qu'on a beaucoup apprécié en l'occurrence. Et puis, comme dans chaque assemblée générale, et puis il y a des parties vote. Et puis on a pu mettre en place, en fait, grâce à un outil que Romain a utilisé qui s'appelle Vox, je crois, on pouvait voter en ligne. Donc c'était même presque plus efficace que quand on était face à face. En fait. Est-ce que ça préfigure que par la suite, toutes vos AG seront... Parce que comme ça, vous avez tout le monde. Au moins, il n'y a pas d'excuses. Parce qu'on peut se poser tous les questions, hein, finalement. Il y a plein d'événements qui sont des fois un peu fastidieux. Une AG, tout le monde n'y va pas forcément. Est-ce que c'est pas le moyen de se dire, eh bien, faisons-les en ligne, et puis comme ça, on est sûr qu'on a tous les membres? Alors, le faire en ligne, c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'on a remarqué en rigolant qu'il y avait moins de retard, en l'occurrence. Les gens étaient plus à l'heure en ligne. Par contre, c'est vrai que ce qui nous a manqué un petit peu à la fin, c'est pouvoir se voir, pouvoir discuter, peut-être de manière, l'humain, en fait, de voir l'humain en vrai. Donc, il est probable qu'on puisse refaire une variante de ce type-là. Mais c'est vrai qu'en tant que RP, on aime aussi voir les gens en vrai. Alors, donc vous partiez sur un ticket à deux. Oui. Ce ticket, je pense qu'il était relié à un programme. Alors, c'était quoi votre programme? Oui, alors effectivement, donc on prend la suite de Alexis Delmonge et de Sylvia Birstein, et nous, en fait, avec Romain, ce qu'on a proposé, c'était de mettre en avant vraiment tout ce qui est formation. Donc on se rend compte que le métier des RP, c'est très compliqué pour les jeunes aujourd'hui d'y rentrer. C'est compliqué de passer certaines barrières parce que c'est un petit milieu qui est très très fermé. Et on va essayer en fait d'ouvrir un petit peu ça, de pouvoir intégrer plus les jeunes. Donc on pense à des programmes de mentorat, peut-être aussi à des choses, peut-être des gens qui sont depuis plus longtemps dans les RP, qui ont besoin de se rafraîchir un peu les connaissances, et ben justement d'avoir cet échange intergénérationnel en fait qui va se mettre en place. Ça, c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur. On aimerait aussi un petit peu expliquer ce qu'est les RP, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre un petit peu de cette notion c'est de la communication. Mais en fait, dans la communication, il y a beaucoup de choses. Il y a la communication publicitaire, il y a la communication vraiment des relations publiques. Et puis, dans les relations publiques, il y a énormément plus de disciplines. Donc, il faut vraiment qu'on puisse expliquer qui on est. Donc, vraiment expliquer notre métier au tout à chacun. Et puis, on a un troisième grosse step qui va arriver, c'est les 60 ans de l'association qui est en 2021. Donc là, on a déjà un comité qui commence à travailler dessus, qui est emmené par Yannick Chevalier, qui est un des membres du comité élu hier soir. Et puis, donc moi, je vais être avec Yannick, et puis celui qui pilotera donc le groupe du gala, ce sera donc Yannick.
Justement par rapport à ce métier de RP, Oui, on a toujours l'impression que c'est plutôt des indépendants. Il y a quand même 2, 3 grosses agences. oui. Est-ce que c'est une réalité spécifique à la Suisse romande ou on retrouve ça dans toute la Suisse? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, on a Michel Cassani qui est vice-présidente. Elle travaille à Romande Énergie, donc elle est dans une grosse structure et elle fait de l'institutionnel. Donc, il y a des grandes entreprises qui ont leur RP vraiment à l'année et puis qui travaillent sur différentes choses. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être de la communication interne, ça peut être... on a vraiment une variante qui est très très large. Après, par rapport aux agences, effectivement, il y a des gros acteurs en fait sur le marché. Puis après, les indépendants sont plutôt des gens qui sont soit spécialisés, on a des gens qui sont très très spécialisés dans un domaine, ou alors c'est des gens qui sont plus généralistes et qu'on retrouve peut-être un peu plus souvent sur différents mandats en fait. Est-ce que c'est plutôt un métier de femme? On a toujours l'image de l'ARP. Est-ce que c'est encore vrai? Oui, alors oui, le métier de RP est plutôt féminin aujourd'hui, mais ça a tendance quand même à bouger, à changer un petit peu. Je pense à notre comité, on a quand même peut-être pas la parité tout à fait, mais on a aussi des hommes qui sont avec nous et puis qui sont aussi des pointures en communication. Alors le monde du RP a traîné un petit peu, arrivé dans ce monde du 2.0. On a vu, moi je me rappelle avoir interviewé pas mal de RP qui au début me disaient mais non, ça va pas changer. Et puis ils y croyaient pas, même à LinkedIn, des choses comme ça. Puis petit à petit on voit que tout d'un coup, maintenant, le fait que Romain soit là, ça et toi aussi, ça montre vraiment que vous voyez le monde des RP, le travail des RP totalement différent, beaucoup plus digital. Oui, alors moi je suis pour ça un peu, je donne des cours également, donc c'est ce que je dis à mes élèves. C'est qu'en fait, un RP qui miserait que sur les relations presse se trompe, et un RP qui va miser uniquement sur les réseaux sociaux se trompe. Aujourd'hui, en fait, moi je crois que pour chaque message, on a un canal, et on doit adapter son message au canal et à notre public. En fait, c'est pas le public qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter au public. Et pour moi, une communication, alors je déteste ce terme à 360 parce qu'il est galvaudé aujourd'hui, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que quand on a un message à faire passer, est-ce qu'on va utiliser uniquement Instagram? Ce serait une erreur. Est-ce qu'on va utiliser uniquement la presse traditionnelle? Ce serait une erreur. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour la presse traditionnelle en ayant des relais sur Instagram? Moi, je vous dis oui, banco, en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à ce métier? Est-ce que c'est un choix ou c'est finalement un non-choix? C'est un pur hasard? Alors, pour moi, c'est un pur hasard, en l'occurrence, mais c'est de la passion, après. C'est une vraie passion. C'est-à-dire que je crois que dans tous les RP que j'ai pu rencontrer, les gens sont fondamentalement inspirés et aiment leur travail parce qu'il faut aimer les gens, il faut être curieux, il faut suivre l'actualité. Puis après, il faut se faire un réseau. Et puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on utilise énormément, networking, réseau. Encore une fois, je trouve que c'est un terme des fois un peu galvaudé, mais il faut pouvoir avoir les bons interlocuteurs au bon moment. Et ça, si on n'est pas curieux, si on n'aime pas aller vers les gens, tester, connaître, aller, et c'est des choses qui passent vite à la trappe. Donc il faut être passionné par ce qu'on fait. Alors, je l'ai dit en introduction, jamais, au grand jamais, cette période n'aura, défendu les métiers des RP. En temps normal, pourquoi faut-il songer, utiliser et faire appel à des professionnels des RP? On a l'impression que c'est une profession qui a un petit peu été mise de côté pour nous qui travaillons dans la com, dans le numérique. Comment tu défendrais l'utilité de ces métiers pour la communication d'une marque, d'une entreprise, on va dire en temps normal, hein, bien évidemment? Bien sûr. Alors, dans un contexte normal, l'idée, c'est vraiment qu'un RP ne va pas remplacer, encore une fois, va pas remplacer ni le marketing ni la communication publicitaire. On est là pour appuyer, et puis nos objectifs à nous sont totalement différents d'un objectif de vente ou de marketeur, en fait. Notre objectif, nous, c'est de créer soit la notoriété, soit faire connaître. On travaille sur un lien de confiance à la marque. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et ce qui est difficilement calculable et chiffrable, en fait, en disant, quand on a un article, par exemple, vous avez un article dans le Matin Dimanche, on peut pas dire combien ça coûte, combien de personnes l'ont lu. On ne sait pas parce que le Matin passera de main en main ou sera à l'époque dans un contexte normal, donc dans un café, et puis lu par 10, 15, 20 personnes. Et puis du fait que c'est un journaliste qui va se pencher là-dessus, et puis je crois fondamentalement au rôle du journalisme aujourd'hui, le journaliste, c'est de pouvoir contrôler ses sources, de pouvoir faire quelque chose de déontologique, d'éthique, et qui va travailler cette matière. Donc
ça a aussi une substance aussi plus intéressante que si on faisait que de la communication publicitaire. Et à l'inverse, encore une fois, on ne vit pas si on n'a pas de communication publicitaire. Donc vraiment, il y a ce lien entre les métiers où l'un n'empêche pas l'autre et au contraire se complètent. Mais les RP arrivent aussi en amont, parce qu'on voit de plus en plus dans des stratégies de communication non marchande où on est plutôt sur, je dirais, de l'influence, mais pas dans le sens digital, mais disons amener des nouveaux concepts, des nouveaux produits, disons à faire comprendre l'utilité d'un changement ou de l'acceptation de quelque chose de nouveau. Ça demande souvent un travail en amont qui n'est pas forcément un travail qui va être un communiqué de presse ou des choses, mais plutôt déjà de parler avec un journaliste, lui expliquer une situation, ou bien d'amener des articles qui vont, si tu veux, petit à petit faire changer la perspective et donc amener l'acceptation après d'un produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lesquels vous travaillez beaucoup ou pas? Oui, alors après, il y a une partie que personnellement j'adore, c'est l'analyse en fait. Avant de commencer quoi que ce soit, on fait une photographie. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on veut aller. Et puis surtout, il faut connaître son terrain. C'est comme si moi, à chaque fois que j'ai un nouveau montage, je le vois comme ça, c'est un terrain de jeu et puis je connais pas ce terrain de jeu. Donc il faut que je vois qui joue sur le même terrain que moi, comment ça se passe, comment est-ce qu'on communique, et puis surtout vers qui je vais pouvoir aller. Et encore une fois, tu parlais des journalistes, Victoria, Oui. Quels sont les journalistes qui ont un intérêt à parler de mon sujet. Si aujourd'hui je vais avec un sujet totalement lifestyle et puis je vais dans la GFI, il y a pas de logique dans cette démarche. Donc c'est vrai que le journaliste qui te voit arriver avec des sujets qui sont travaillés, qui sont crash testés. Moi je crash teste mes sujets avant de les proposer aux journalistes. Et ben ils savent en fait on a une relation de confiance qui se lie. Et ça c'est lié vraiment à ta réputation et à ton réseau. Mais il y avait quelques années, il y avait ce monde, les journalistes contre les RP, il y avait vraiment une grande tension et puis fallait surtout pas se faire influencer par des RP. J'ai l'impression que tout ça a complètement disparu. Parce que justement, il y a ce que tu dis, il y a cette relation qui se fait sur de relations très pérennes et qui fait que tu dois connaître qui sont les personnes qui traitent de tel ou tel sujet. Et donc, ça devient vraiment chacun aide l'autre. Alors oui et non. Moi, je me méfie un petit peu de cette relation qui est un peu schizophrénique par moment. C'est que effectivement, moi, on fait en sorte d'amener des éléments qui soient pertinents, peut-être des angles, des axes, on suggère des choses. Après, il faut savoir aussi lâcher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a un travail jusqu'à une certaine limite et qu'après il y a le travail du journaliste qui se met en place. Et ce travail-là, il faut le respecter, c'est-à-dire la liberté de la presse. À un moment donné, si le journaliste a décidé, il essaye une application que tu lui mets dans les mains et que cette application ce jour-là elle ne fonctionne pas, eh ben il a le droit de dire ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est des choses que j'explique à mon client. Nous, on n'a pas de pouvoir sur la liberté de la presse et moi je ne le ferai de toute façon jamais. Un journaliste, du moment qu'il a quelque chose dans les mains, et je le répète toujours non-stop à mes élèves, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a cette limite qu'on a. À un moment donné, le journaliste prend la main et puis nous on peut plus rien dire à ce moment. Ça, c'est très juste. On avait la conférence de presse qui a été un outil très important. Après, on a vu que c'est tombé un peu, je dirais un peu désuétude parce qu'il y a de moins en moins de journalistes aussi qui ont du temps pour venir assister à des conférences de presse. Et là, on voit dans ce temps de crise dans lequel on est, où la conférence de presse, alors grâce à des moyens audio, que ce soit que tu peux voir sur YouTube et tout ça, devient vraiment quelque chose clé. Et puis, on voit que le Conseil fédéral s'est fait aider par une agence RP pour justement avoir les bons mots. Il y a une attitude. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on improvise. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus pour ceux qui veulent se lancer à faire des conférences de presse en ligne? Alors, la première chose, je pense que tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, il faut être entouré de professionnels. Aujourd'hui en ligne, le problème c'est que ça reste, c'est déjà il y a une interaction, on n'est plus dans un message qui est envoyé de manière complètement. On était à une époque on avait quelque chose de très unilatéral, c'est-à-dire j'envoie mon message, vous le digérez. Aujourd'hui on a cette interaction qui se crée. Donc avec les communications de digital, au final on se retrouve avec cette interaction qui est là. Si tu regardes bien, sur chaque conférence de presse qui est faite de la part du Conseil fédéral, les commentaires sont désactivés. Oui. Sur YouTube. Oui. On peut jamais commenter. Donc, après, et d'ailleurs, même les journalistes ne peuvent pas parler après aux conseillers fédéraux. Donc, tout se fait en clair. D'habitude, ça ne se fait pas dans une conférence de presse. Tu as toujours un moment où tu peux parler en aparté à la personne.
et tu poses jamais tes questions devant tout le monde, enfin toutes tes questions. Et c'est d'ailleurs frustrant de voir certains de nos conseillers fédéraux s'épancher sur les réseaux sociaux, là où l'interaction est possible, les commentaires sont ouverts, mais on les voit pas forcément choper justement les interpellations, les questions qui sont posées soit sur des profils publics, soit sur des pages dédiées sur Facebook. C'est quand même un peu bizarre ce mode de fonctionnement. Autant on peut comprendre l'utilité de couper les commentaires, par exemple, lors d'une conférence de presse qu'on balance sur YouTube, autant on joue cette carte de le faire sur les réseaux sociaux à son nom propre, mais pas pour autant donner la parole à ceux et celles qui posent des questions. Ce qui est très intéressant dans cette crise, effectivement Thierry, c'est très intéressant, c'est qu'on voit que les conseillers fédéraux, ils sont à l'aise tous différemment avec les outils technologiques. On peut voir effectivement qu'il y a certaines déclarations qui sont faites sur les réseaux sociaux où on voit typiquement Alain Berset est beaucoup plus à l'aise avec ses réseaux sociaux, où l'équipe d'Alain Berset est plus à l'aise avec ses réseaux sociaux que peut-être un autre conseiller fédéral qui publiera très rarement quelque chose. Et puis j'ai en souvenir cette lettre qui a été postée au peuple, où c'est une lettre PDF qui est postée comme ça, et c'est très difficile à lire, il faut l'agrandir, voilà, c'est pas toujours très agréable. Donc il y a une différence, je pense, aussi de gestion d'image par rapport à ça. Ouais, puis on voit bien, effectivement, tu as raison, parce que c'est les équipes, c'est pas forcément eux. C'est s'il y a une équipe qui est très aguerrie avec les réseaux sociaux, là on voit que Berset a utilisé aussi Instagram, mais je pense que peut-être dans un premier temps, c'était peut-être utile aussi qu'ils ne répondent pas, parce que le but n'était pas de répondre, mais le but était d'amener les gens plus jeunes à se prendre conscience de la problématique. Et je me suis demandé si le fait que il y ait même des commentaires négatifs, tu vois, sur comment ça avait été présenté, sur est-ce qu'il fallait se confiner ou pas. C'était pas une manière aussi d'amener les gens à prendre conscience du problème? Alors, je pense qu'il y a deux choses en fait qu'il faut bien déterminer par rapport à ça. La première chose, c'est la communication personnelle de chaque conseiller fédéral en fait. Ça, c'est très important, donc de voir comment chacun communique sur ses propres réseaux sociaux, en sachant qu'ils doivent quand même respecter la collégialité. Hein. Donc, il y a une liberté de ton qui est quand même très limitée, si on parle du Conseil fédéral. Et puis ensuite, il y a une deuxième chose qui a été mise en place, et ça a été fait par les équipes de Berset, c'est de prendre justement, de faire ce challenge pour sensibiliser les plus jeunes. Là où on a vu des Roger Federer se positionner, on a vu des personnalités romandes des Suisses allemandes d'ailleurs, se mettre en scène pour dire aux gens de rester à la maison. Et ça, je pense que cet objectif-là était effectivement de parler aux plus jeunes. Oui. Alors on a vu tout de suite dans cette première phase-là, les entreprises ont commencé à envoyer des messages autant à leurs employés, mais aussi vers l'extérieur, sur comment elles allaient travailler en confinement. Maintenant, on voit une nouvelle vague, et je trouve très intéressant. Aujourd'hui, j'ai reçu, par exemple, le communiqué aux médias de Nestlé, qui informe ce qu'ils vont faire, les efforts qu'ils vont faire pour leurs collaborateurs de première ligne. Je trouve ça très joli comme terme. Et puis, on voit qu'ils vont donner une prime de reconnaissance de salaire. Ils vont contribuer à leur repas, leur donner des indemnités de transport. Ils vont aussi leur offrir des bons d'achat valables. Toutes ces informations, je veux dire, c'est assez étonnant parce que je me disais, voilà, toi, en tant que journaliste, tu reçois ça, tu sais pas vraiment quoi en faire. Tu te dis, bon, c'est utile, mais ils définissent pas qui sont les collaborateurs de première ligne. Donc, je peux imaginer ceux qui travaillent dans leur usine, mais ils ont pas vraiment de magasin. Puis je crois que les magasins Nespresso sont fermés, donc je vois pas très très bien qui sont ces gens. On ne les définit pas. Mais alors, on te décrit exactement dans le détail tout ce qui va se passer. Donc, moi, je trouve que c'est assez. Qu'est-ce que tu en penses? Finalement, qu'est-ce que je dois en faire d'une chose pareille? Alors, il y a deux choses en fait, qu'il faut encore une fois bien définir. C'est qu'on a eu cette annonce en tant que consultante dans les cellules de crise. On a eu cette annonce en fait, qui est arrivée le vendredi 13, où va arriver le Conseil fédéral qui délivre une espèce de bombe, il y a une espèce de panique comme ça qui se met en place. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, communiquer assez rapidement à ses équipes. En plus, normalement, en gestion de crise, ce qui se passe, c'est que tu as un élément qui dysfonctionne dans un écosystème qui est sain. C'est comme ça que ça se passe en gestion de crise. Donc, tu as par exemple l'entreprise A qui dysfonctionne parce qu'il y a, je sais pas, un détournement de fonds ou un scandale ou autre qui dysfonctionne, mais le reste de l'économie est saine. Et ton environnement est sain. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'environnement qui n'est pas sain et qui pousse l'entreprise à la crise.
Et puis, on a un enchaînement en chaîne qui est très intéressant à voir, mais qui est également très stressant pour les entreprises. Il faut savoir que ce vendredi 13, justement, ça a été un petit peu en amont. Alors, les très bons communicants avaient déjà eu vent de ce qui allait se mettre un peu en place, donc se positionnaient déjà un petit peu en amont. Mais ce vendredi 13 a été vraiment, pour certaines structures, ça a été très facile de pouvoir prendre son ordinateur et dire on fait du télétravail dès demain, ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai des clients qui ont pu partir très rapidement, par exemple. Et d'autres, il faut s'imaginer que c'est un bateau où vraiment il y a des vraies impossibilités techniques, il y a des vraies impossibilités économiques de pouvoir dire on ferme tout et on part. Donc, il a fallu rassurer tout le monde, rassurer aussi les employés, parce que les employés, c'est le premier public en termes en cas de crise. Les employés entendent des nouvelles, je dirais, même s'ils ne sont pas censés être sur RTS à ce moment-là, ils entendent que le Conseil fédéral est là. Et puis, dans une situation de crise de ce type-là, forcément, il y a un choc qui se produit. Et puis, il faut parler à ses employés. Il faut leur dire la vérité, il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas être totalement dans l'émotionnel, mais il ne faut pas non plus être trop factuel. Donc, c'est un mélange qui est très difficile pour un dirigeant. Mais à quoi ça sert de faire un communiqué de presse, tu vois? Parce que je me dis... Oui, on se pose la question quand on voit un truc comme ça. Quelle est l'utilité d'une telle missive? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle va apporter à la société? Qu'est-ce qu'elle va apporter aux collaborateurs? Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'image de marque? On essaye de comprendre quel est l'objectif d'un tel courrier. Alors, en fait, il y a une certaine pression populaire qui se fait aujourd'hui. La pression est que il y a un truc sociologiquement qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les premiers de cordée aujourd'hui sont les nouveaux premiers de cordée. Aujourd'hui, vous allez à la Migros pour remercier une vendeuse que vous ne faisiez pas il y a un mois en arrière, en l'occurrence. Très juste. Quand vous croisez un policier dans la rue, vous avez tendance à vous arrêter en disant merci. Moi, j'ai entendu des gens qui remerciaient des militaires, en l'occurrence, ce qu'on ne faisait pas il y a un mois en arrière. Donc ça, il y a des gens qui applaudissent au balcon. C'est pas au mois de mai, au mois de janvier, vous auriez dit on va applaudir les médecins au balcon. On aurait probablement traité de fou à ce moment-là. Donc cette pression populaire, elle se fait, cette solidarité, elle se fait. Donc à un moment donné, l'entreprise, elle ne peut pas ignorer ce qui se passe. Elle est obligée de réagir. Et là, il y a une chaîne qui a été lancée par Yann Marguet, qui est intéressante aussi, c'est de dire merci Migros, merci Coop, merci Lidl de leur placarder des choses comme quoi vos employés sont super, mais donnez-leur de l'argent. Et Nestlé répond à ça, en fait, avec sa missive. Oui. Ça, c'est juste. On voit maintenant aussi plein d'entreprises qui commencent. Ce matin, il y avait la SGA qui a annoncé qu'elle ne verserait pas de dividendes cette année. Voilà. Donc je pense que... Et on voit aussi Hermès en France, ils ont fait aussi toute une explication comme quoi ils vont bien, ils n'ont pas besoin d'argent et ils ne verseront pas de dividendes. Par contre, tu as une autre entreprise comme Tamedia ou TX Group qui... va verser les dividendes et qui demande de l'aide à la Confédération, tu vois. Alors là, et qui a mis son personnel en chômage partiel. Est-ce qu'on a là affaire à ce qu'on appelle chez les métiers DRP une communication de crise? Est-ce que tu peux nous aider à définir qu'est-ce que c'est une communication de crise? Parce qu'il y a deux tons de mesure entre effectivement ces sociétés qui font l'impasse sur des dividendes, qui réduisent la voilure, et puis il y a ceux qui en ont strictement rien à faire de la situation dans laquelle on évolue. C'est quoi une communication de crise dans une crise comme celle-ci? Alors, la communication de crise, elle rentre en jeu. La définition très scolaire, c'est quand vous ne pouvez plus répondre avec des processus normaux. C'est-à-dire si votre téléphone sonne non-stop, si aujourd'hui, ce que vous faites normalement n'est plus possible de faire. Donc aujourd'hui, on est encore dans la communication de crise, et d'autant plus que depuis Berne, on a cette information qui dit la crise n'est pas encore là, n'est pas encore au summum. Donc il y a des étapes dans la communication de crise, et donc quand on arrive à la phase aiguë, c'est là où c'est très très intense pour les RP. Après, on a ce qu'on appelle la redescente. Et puis la redescente, on arrive après, quand la courbe se baisse, on arrive en fait à l'après-crise. Et l'après-crise, c'est ce qu'on appelle la phase de cicatrisation. Donc à ce moment-là, on pense les plaies entre guillemets, de la guerre qu'on vient de mener. Et puis c'est à ce moment-là qu'il va falloir rassurer son public, dire on a compris, on a un bateau qui est dans la tempête, mais on n'a pas chaviré, on est toujours là. Donc c'est déjà des prémices en fait. Ces communiqués de presse, c'est des prémices de dire on est toujours là, on tient la route, on est encore sur l'eau, on vogue encore, même si c'est très difficile, on s'adapte et puis on y arrive avec succès. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en termes, je dirais, si je parlais en termes publicitaires, ces communiqués de presse, c'est un peu comme de l'image. Donc ce qu'on va garder, c'est que finalement,
on va oublier ce que Nestlé a vraiment donné précisément parce que ça nous parle pas, on n'est pas dans l'entreprise. Par contre, on va se rappeler que Nestlé a fait un geste pour ses collaborateurs, alors que TX Group n'a fait aucun geste. Exact. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on retient aussi pour la fermeture du matin, hein, le journal Le Matin. On retient ces gens qui sont restés sur le carreau et pas le fait que il y a eu à un moment donné des dividendes qui sont sortis. Donc finalement, ça a une utilité qui est indirecte. C'est pas tant ce que tu dis, mais c'est, disons, le signal, s'il est un signal positif ou négatif par rapport au contexte. Ou c'est l'expression du vieil adage, les écrits restent, voilà. Mais c'est vrai que, encore comme je le disais, les RP travaillent dans un climat de confiance. Donc, en disant, on est là, on fait quelque chose, on bouge, et puis en même temps, on ne verse pas, on ne tangue pas, ça donne aussi l'impression d'une société qui est quand même ancrée, malgré que ça tombe de tous les côtés. Est-ce que tu conseillerais, attends juste Thierry, je suis en train de vous donner une petite question. Oui, je suis passée avant. Est-ce que tu conseillerais à des chefs d'entreprise qui n'ont jamais parlé, par exemple par vidéo, de se lancer à faire des vidéos et commencer à parler via des outils de streaming? Est-ce que quand même, je veux dire, ça ne s'improvise pas tout ça? Non. Alors, tout va dépendre à quel public tu t'adresses. Si tu t'adresses à ton public interne, si tu t'adresses sur Facebook, là, comme on est en train de le faire, non, ça s'improvise pas. Il faut être encadré. Et puis surtout, encore une fois, ce qui est très intéressant, en psychologie, on dit qu'on a deux cerveaux. On a le cerveau factuel et le cerveau émotionnel. Quand on est dans une crise, tout le monde bascule dans l'émotionnel. Le factuel, c'est quelque chose qu'on oublie. Et si on est trop factuel, parce qu'on ne sait pas comment gérer ça, en fait, on va passer pour quelqu'un qui est orienté uniquement chiffres, argent, et puis qui va laisser le capital humain. Et si on doit apprendre quelque chose de la crise du coronavirus aujourd'hui, c'est que l'humain est placé au centre de ça. Donc aujourd'hui, il y a des gestes de solidarité. Je vous disais qu'au mois de janvier, on ne pouvait absolument pas avoir en Suisse. C'est un échange captivant. Moi, je découvre, on en parle très souvent avec Victoria et moi des métiers des RP. On apprend beaucoup de choses et j'ai envie de te poser une question. Comment, toi, en tant que professionnel des RP, tu analyserais la communication plus soutenue du Conseil fédéral? On a vu qu'ils sont passés de plusieurs rendez-vous hebdomadaires, là où il y en avait, je crois, qu'un seul de prévu initialement. On les voit sur YouTube, on les voit, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux, on les voit s'exprimer dans ces conférences de presse. Comment, très rapidement, tu analyses le type de communication avec lequel ils opèrent? Alors, le fait de multiplier les conférences de presse, à quelque part, c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, on a eu je te dis, il y a eu ce 13 mars, en fait, il y a eu cette fameuse conférence, où ça a été le choc. Vraiment, le peuple suisse est resté choqué, même si on n'était pas confiné. Et puis, il y a aussi un élément qui s'est mis entre deux, qu'il ne faut pas négliger, c'est ce qui se passait à l'étranger. À l'étranger, on avait Emmanuel Macron qui déclarait la guerre à un virus. Et nous, à côté de ça, on avait quelqu'un qui nous disait on fait du semi-confinement. Donc, on avait cette différence, et puis on entendait sur les réseaux sociaux, moi j'ai même vu des spécialistes des RP qui disaient pourquoi on fait pas de confinement, c'est n'importe quoi, et parce qu'on n'est pas dans la même culture, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut aussi s'adapter à l'endroit où on est. C'est-à-dire comment est-ce que les gens perçoivent les choses. Nous, la Suisse est montée progressivement dans le confinement, dans le semi-confinement. La France est montée directement au créneau parce que ça correspond à cette culture-là. Et il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et le Conseil fédéral n'avait pas le choix que de venir plusieurs fois devant les gens pour expliquer encore une fois. Ne pas être totalement factuel, mais ne pas plonger dans l'émotionnel non plus en disant on fait la guerre, c'est le chaos total. Oui, je t'entends bien, je suis obligé de t'interrompre. On voit cette fine barrière entre factuel et émotionnel. On est quand même, pour pas influencer ta réponse, sur une attitude très factuelle, presque froide. On est très orienté économie, argent, moyens économiques mis en place. Là où les Français, il y a un joli mix entre les deux. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on va vers quelque chose qui va plus prendre en considération l'être humain? Parce que on voit de ci, de là, effectivement, l'émotionnel prend le dessus, mais quand même, il y a beaucoup de concitoyens qui se disent être pas considérés et qui ne pas être pris au sérieux dans les situations difficiles dans lesquelles ils se retrouvent. Alors,
il y a les mesures qui sont prises et les manières de communiquer. En fait, ça, c'est vraiment deux choses différentes. Dans les mesures qui sont prises, je comprends tout à fait que certains se sentent laissés pour compte et j'ai pu discuter avec des gens qui subissent ça plein de fois et c'est vraiment affreux. Après, dans la manière de faire, effectivement, moi, je pense que le Conseil fédéral a pour le moment une communication qui est assez juste. Ok. Donc, tu penses de rester avec disons, une certaine distance. C'est vrai que alors, je dis pas qu'ils n'ont pas d'empathie parce que c'est pas vrai non plus, je veux dire. Mais disons, c'est très très loin de ce que Macron et l'état de guerre et la guerre et tout ça. Oui. On n'est pas du tout dans ce délire, hein. Mais c'est vrai mais quand même, on a vraiment l'impression qu'on assiste à une conférence de presse. Je sais pas comment dire. Oui, et par contre, ce qui est intéressant, j'ai eu une amie qui est en France maintenant, et elle me disait, c'est vrai que nous, on a déclaré l'état de guerre, il y avait une amende, je crois, ça fait juste que je recontrôle, mais de 135 € par personne qui sortait, ça n'a pas marché, ils ont monté jusqu'à 1000 et quelques. Ouais. Donc en fait, ils sont en état de guerre, en confinement total, mais au final, le résultat, si on va un petit peu plus loin que justement cet émotionnel qui a été créé, en fait, le résultat, c'est que les Français étaient quand même dehors, même s'ils étaient en confinement. Donc il a fallu resserrer la vis encore un coup. C'est ça qu'il faut mettre en parallèle, justement. C'est là où, parfois, l'opinion publique, ce qui est normal, c'est qu'on est dans l'émotionnel, encore une fois, on a tendance à pas prendre ce pas de recul et se dire, mais réellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont vraiment dedans avec cette mesure qui a été... Oui, ici, on a voulu convaincre et pas... voilà. Qui est beaucoup plus suisse, comme attitude. À propos de Suisse et à propos des métiers des RP, je ne sais pas si tu as vu passer l'année passée, mais je te taquine avec cette question, la première édition du meilleur des RP 2019. Que penser d'un tel prix? C'est une question super intéressée et un peu taquine, puisqu'effectivement, les deux protagonistes qui sont à l'origine sont en train de te parler, mais plus sérieusement, autour de tous ces prix qu'on a décidé à qui on a décidé de donner vie, sont là pour défendre nos métiers, et il semblait que c'était une évidence que défendre les métiers des RP au travers d'un prix. Quel est ton regard par rapport à un tel prix? Parce que là, si tout va bien par rapport au confinement et par rapport aux prédictions, il aura quand même lieu puisqu'il se tiendra cet automne prochain. Mais voilà, on est très curieux d'avoir ton avis sur ce qui a été fait dans ce domaine. Alors, alors très, très franchement, le prix des RP, moi, ça fait un petit moment que j'y pensais. Je me disais, c'est dommage, il manque ça, une récompense RP. Il y a un prix qui est donné à Zurich, mais c'est vrai que pour les romans, et parfois, si on ne maîtrise pas l'allemand, peut être un petit peu long parce que c'est tout en suisse allemand, en fait. Et puis, du côté de la romantique, moi, je pense que c'est une très, très bonne idée. Encore une fois, après, il y a tellement de disciplines dans les RP qu'il faut vraiment pouvoir... on ne peut pas comparer quelqu'un qui a fait une communication institutionnelle à quelqu'un qui a fait de l'événementiel, par exemple. Moi, je pense que c'est un vrai besoin. On a besoin d'expliquer ce qu'on fait. On a besoin de valoriser ce qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers qui sont en première ligne pendant cette crise. Mais en tant que RP, on dort peu. Et puis on est souvent sur le pont aussi, et puis c'est aussi nous qui parfois allons à l'oreille d'un chef d'entreprise pour lui dire ce serait bien de faire ça, ou ce serait bien de penser à ça. Donc ça c'est aussi des métiers qu'on oublie en fait aujourd'hui, et on a besoin de ce genre d'événements. Ouais, alors ça nous donne confiance pour la continuité de l'organisation de ces prix. S'il fallait faire un très bref, un très rapide aperçu des métiers des RP. Encore une fois, effectivement, je te donne entièrement raison sur la diversité des types de catégories sur lesquelles on pourrait récompenser, féliciter les professionnels de ces métiers. On a pour habitude avec Victoria de commencer toujours avec un nombre plus restreint, un peu plus modeste pour les premières éditions, là où par exemple le meilleur du web a commencé à débuter avec 4 catégories, il en connaît plus de 10 à l'heure actuelle, donc je me fais fort d'imaginer que ça sera aussi le cas avec les RP à venir. Mais si tu avais l'occasion de faire un bref aperçu du panel de tous les métiers des RP pour peut-être pour ceux et celles qui nous regardent de se dire tiens, c'est peut-être ma prochaine voie professionnelle, c'est peut-être ce vers quoi je pourrais m'orienter. Quelle serait cette liste des métiers des RP? Alors, effectivement, donc il est très varié, il est très long, mais comme ça, de tout le temps, peut-être ceux qui sont le plus actuellement sur le pont, il y a les RP qui sont donc spécialisés dans la communication politique, il y a les RP qui sont spécialisés dans le lobbying, il ne faut pas oublier que c'est aussi une discipline des
RP, le lobbying. Il faut penser à ceux qui sont actifs justement dans la communication institutionnelle. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge de faire institutionnel. Il y a ceux qui sont spécialisés dans la communication interne, dans la communication de crise, dans la stratégie digitale. Il y en a certains qui sont spécialisés auprès des médias, qui font c'est un peu des fois aussi l'acronyme, RP, relations presse, relations médias. Il faut juste faire attention, RP, c'est pas que relations presse, c'est vraiment c'est un cahier des charges qui est un petit peu plus important. Donc on a différentes catégories comme ça qui vont être à chaque fois actives dans un domaine bien précis et qui est ciblé. Et puis ces vrais spécialistes là, ils sont très difficiles à trouver parce qu'il faut bien connaître son domaine. Et puis par exemple la communication financière, il y a des règles qui sont très très strictes, où on peut même faire attention de ne pas tomber sur le coup du délit d'initié ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très pointu comme domaine. On voit des spécialistes dans la room qui nous disent que c'est la question, la colle, nous dit Romain. Voilà, on voit qu'on est suivi aujourd'hui par des professionnels de la branche. En tout cas, nous, c'est très précieux de connaître effectivement cet éventail des métiers. Gageons que vous tous, les professionnels des RP, permettront de contribuer à augmenter les différentes catégories des prochaines éditions. Le rendez-vous est fixé quand déjà, Victoria, pour ce prochain meilleur DRP? C'est le 8 octobre, là c'est bon, le 8 octobre, on sera sorti du confinement, ça c'est une bonne news, parce que le meilleur de la pub, fin juin, je ne sais pas encore, on annoncera tout ça, on attend encore le 19 avril pour voir vers où on va. Mais voilà, mais en tout cas pour les RP, c'est sûr. Et puis on se réjouit de travailler avec la nouvelle direction du SRRP, parce que là, on sent qu'on est vraiment sur la même vibe, et ça nous fait vraiment plaisir, quoi. Excellent. Oui, je tiens aussi juste à souligner qu'on a un nouveau comité qui vient d'être élu, qui est incroyablement motivé, qui vont déjà être au travail dès lundi. Donc on est vraiment très très contents de ça aussi. On est très contents. Voilà. En tout cas, Marie, merci infiniment. Ça a été un live hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire parler les RP. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Moi, j'ai très souvent eu des RP qui me disent, tu n'écris rien sur les RP. Je leur dis, OK, je viens de voir. Et ils me disent, je ne peux rien te dire parce que je ne peux pas parler de mes clients. Donc, j'ai toujours été frustrée sur le thème des RP. On a toujours un peu voulu, mais c'est juste impossible. Et j'ai jamais su comment résoudre ce dilemme. Donc là, pour moi, c'était vraiment une demi-heure. Ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Super. À disposition si vous avez besoin, encore une fois, avec plaisir. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci beaucoup. Si on peut dire encore ça. Ciao. Voilà ce qui clôt cet épisode très très instructif. Je suis obligé de le reconnaître aussi, Victoria. C'était vraiment passionnant. On a appris beaucoup de choses et puis ça nous donne envie et puis ça nous conforte dans l'idée du prix. Ça c'est sûr. 12 vidéos, pour l'instant, on ne fait qu'apprendre. Donc on s'améliore et j'espère qu'on partage ça vraiment avec vous parce que c'est hyper important. C'était le but de ces lives, c'est de rester en contact et puis de pas perdre notre temps, quoi. Voilà. Exactement. J'allais dire, on se voit demain 15h, mais non, c'est le week-end, on va pouvoir profiter, on va pouvoir, non, je plaisante, j'arrête de plaisanter là-dessus. On se dit que vous allez vous porter bien, que vous ferez attention, que malgré les beaux jours qui reviennent, vous ferez attention aux consignes. Et quant à nous, Victoria et moi, on vous donne rendez-vous lundi 15h, voilà, même chaîne, toujours avec des sujets super intéressants. Merci, salut Thierry. À très bientôt et portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir.